Bonjour à tous. Nous, notre groupe là, aujourd'hui, groupe des deux Baptiste, de Théo et de Boissou, on va faire une présentation sur comment l'IA peut être utilisée pour améliorer notre productivité. La première présentation devrait être ça, mais je pense qu'on a oublié. Euh, donc moi, je vais parler des ETL, des outils d'extraction, de transformation, de changement des données. Baptiste, lui, va parler plus de comment... Les outils d'intelligence artificielle qui vont nous aider à coder pour faire nos analyses statistiques dans RStudio. Et Théo, ce sera sur l'utilisation d'un intelligence artificielle pour traitement d'image. Donc, c'est moi qui va passer en premier. Donc, c'est quoi les ETL? Les ETL, ce sont des grandes familles d'outils, de logiciels, mais aussi d'intelligence artificielle, y compris de transformation, de préparation de données pour les analyses ultérieures. Donc, ça simplifie un peu notre vie de chercheurs, d'étudiants en académie, mais aussi des professionnels dans ce domaine-là. Donc, on peut dire que c'est un allié incontournable. Ce sont des alliés incontournables pour naviguer efficacement dans le cycle de vie de nos données. Ici, je prends des exemples un peu aléatoires pour quels sont les problèmes courants que les étudiants et quelles sont les solutions qu'ils peuvent apporter par ces ETL. Par exemple, le premier problème qui est proposé, ce sont juste que nos données sont désordonnées ou incomplètes. Donc, on a des colonnes mal nommées, des données manquantes ou des doublants. Et la solution qui est proposée par les ETL, ils aident à nous nettoyer, normaliser, combler les lacunes. On a aussi des problèmes de grandes bases de données, des milliers, des centaines. Donc, il permet de traiter efficacement de grandes données, des données volumineuses. Mais aussi, il y a le gros problème, je pense que c'est l'un des gros problèmes, c'est la difficulté de reproduire les analyses. Et il permet d'avoir, en fait, de générer un code reproductible, favorisant la transparence et la traçabilité, mais aussi par exemple, ce qui utilise R dans les premières années, c'est pas toujours facile et ça permet vraiment d'accélérer l'utilisation parce qu'il aide dans la programmation, mais aussi, comme ce que je vais présenter par la suite, c'est que ils ont des interfaces visuelles qui sont très, très intuitives. Donc, ça nous permet vraiment de coder rapidement avec R, par exemple, ou Python, dépendamment de ce qu'on utilise. Mais aussi, des fois, lorsqu'on utilise des données qu'on n'a pas forcément collectées nous-mêmes, mais qu'on a des données de différentes sources. Donc, ce qui est dit ici, c'est qu'on a des hétérogénéités des formats de données. Donc, ça permet de convertir, mais aussi d'uniformiser ces formats-là. Moi, j'ai décidé de présenter ces trois outils. Vous voyez ici que OpenPrefine, c'est pas vraiment un donné d'intelligence artificielle, mais je pense qu'il mérite sa place dans cet atelier-là. Et les deux autres, c'est PowerDrill et AirTutor. Ce sont vraiment les IA, les outils IA présentés pour ma partie. AirTutor, je pense que la plupart comment on dit ça, des étudiants actuels utilisent AirTutor. Donc on a décidé d'utiliser AirTutor. PowerDrill, lui, il est un peu comme ChatGPT, mais l'avantage, c'est que on peut importer directement nos données, donc poser directement des questions par rapport à ces données-là, sans préciser qu'est-ce qu'on a en particulier. On va commencer par OpenRefine. Pour OpenRefine, je peux pas accéder à Safari. Escape. Je vais juste présenter comment. Paris. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu dois me remettre là. Je mets du Vermac.
zoomer. Yes. En fait, OpenRefine, ce qui a été comme logiciel qui n'est pas vraiment. En fait, ce sont des logiciels de. Je vais agrandir. C'est correct, on voit bien comme ça. Yes. En fait, ça, c'est vraiment un exemple que j'ai pris pour montrer l'exemple pour OpenRefine. OpenRefine, en fait, il est géré par Google. C'est Google qui le développe. Et c'est comme des logiciels normaux. Comme vous voyez ici, c'est comme le tableur Excel, par exemple, où il montre la base de données. Et on peut jouer avec. Par exemple, déjà, pour commencer, par exemple, on peut renommer facilement le nom de la colonne. Par exemple, on va changer ça en station parce que c'est pas une site. Et ça change directement en station. Par exemple, lorsqu'on regarde notre colonne qui est station, qui devrait être des trucs qui sont caractères, et on voit directement qu'on a un 22 ici, ce qui n'est pas à sa bonne place, mais aussi qu'il y a un E, par exemple, à la fin du A4, où notre nom de station devrait être A4. Donc, on peut facilement essayer de sélectionner tout ça. Et ce qu'on voit ici, par exemple, c'est qu'en fait, c'est un peu l'idée de base lorsqu'on fait sur R et lorsqu'on explore nos données. Est-ce qu'il y a des données manquantes? Est-ce qu'il y a des problèmes dans notre colonne et tout ça? Donc, elle permet de montrer, par exemple, directement que, OK, on a un 22 qui n'est pas normal parce que nos stations ou nos sites devraient commencer par A. Et par exemple, ici, et ce qui fait, par exemple, on va essayer de changer celui-là en A4. Ça change directement. Et dans A4, on va avoir directement un 2, qui est le nombre de lignes avec le A4 dans la station. Pour celui-là, on va dire que c'est A1. OK, donc on voit directement qu'on a des nombres de stations A1 et tout ça. Et on peut aussi juste, si on a juste envie de voir, parce que là, je suis sur un exemple de 8 lignes, on peut avoir des exemples sur de 200 lignes et tout ça. Si on veut juste avoir accès aux stations A1, donc on peut avoir comme ça. Et on part par exemple sur TH, qui est une colonne qui devrait être numérique. Et on a ce genre de représentation-là. Et ça montre directement la distribution de nos données, qui est 0 à 91. On voit directement que 91, c'est pas une valeur normale pour un pH, de même pour 0. Et ça montre ici, par exemple, qu'on a des 7 valeurs qui sont numériques et un qui est blank, qui est un NA. Et on pourra en fait changer cela petit à petit selon comment on dit ça, nos données. Et ce qui est bien avec ça aussi, c'est que on peut par la suite, dans Undo, Rundo, retrouver un peu l'historique et faire annuler ce qu'on a déjà fait par la suite. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est par exemple, on va sélectionner juste la- les stations A1 et par la suite, à la fin, on peut exporter nos données. Euh, Ça marche pas. Oui, ça a besoin de décharger autre chose, mais on peut par la suite exporter nos données en Excel ou pour notre prochaines analyses. En fait, en gros, OpenRefine, il marche comme ça. C'est pas vraiment IA, mais de grandes, plusieurs utilisateurs en fait utilisent actuellement, surtout ce qui se travaille en entreprise, mais aussi travailler des projets environnementaux. J'ai fermé. Comment on fait pour fermer Opéra?
Ça va. Non, mais j'ai fini pour. Non, je vais passer sur mon temps. Voilà. Pour remonter. Ouais. C'est 4 avril. On voit Donc, bien. j'ai fini un peu sur ces parties Open Refine. On fera une petite discussion à la fin pour faire un review et un commentaire là-dessus. Là, je vais vous demander pour ceux qui se sont préparés à manipuler un peu les données, à faire un petit exemple aussi, à suivre un peu les étapes qui sont montrées aussi en fait, d'offrir dans votre navigateur PowerDrill, mais aussi AirTutor. AirTutor, on n'a pas besoin de compte pour se connecter. Et par contre, pour PowerDrill, on a besoin de Google ou de GitHub. Je pense que Google, pour aujourd'hui, fera bien l'affaire. Et juste en passant, Benoît, hier, a envoyé un courriel où il a envoyé des PDF, deux PDF et un fichier Excel. Et un fichier Excel, non, ouais, CSV plutôt. Le fichier CSV qui s'appelle ETL test. Et pour cet exercice-là, on aura besoin de ce CSV. Je vous donne un peu le temps de ouvrir. Est-ce que tout le monde a réussi à ouvrir? OK. OK. Donc, on va passer dans AirTutor et je vais vous demander de suivre un peu ces étapes-là. Aller dans Browse et puis importer la table. Et à partir de Edit, en fait, par la suite, on affiche la structure de notre table. Et par la suite, je vais vous demander de essayer un peu de, comment dire ça, de taper dans Prompt ici. Vous pouvez choisir une de ces commandes et taper sur Prompt. Sur ce, désolé. Euh, on fait ça. Je vais essayer de faire aussi de mon côté. Ouais. En gros, AirTutor, c'est vraiment. Lorsque vous avez réussi en fait à charger vos données, il s'affiche directement ici, comme dans Excel, comme dans R plutôt. Vous n'avez pas vraiment besoin de faire un print ou quoi que ce soit. Si vous passez dans Edit, vous reverrez un peu la table de données. Vous pouvez resélectionner si ce n'est pas le bon format ou le bon classe. Vous pouvez faire ce genre de trucs là. Et c'est ici, dans ce prompt, que tout se passe. Par exemple, on va dire, je vais essayer de refaire ce que j'ai fait sur. Refaire ce que j'ai fait sur OpenRefine. Submit, et il génère en fait un code et il va directement afficher quelque chose qui ressemble à cela. Donc, je lui ai demandé de remplacer le 22 et le A4E par A1 et A4 et il a directement changé la valeur. Et je vais faire un autre. Est-ce qu'il y a par exemple, un autre exemple comme. Est-ce qu'il y a des outliers dans PH? Ça prend un peu de temps des fois. Et il vous sort directement des trucs comme ça, là, des codes,
c'est lent pour se ressortir un layer, mais ça sort directement un truc que tu as un 0, tu as un NA et tu as aussi un 90. Par la suite, en fait, il peut aussi faire beaucoup de choses plus que ça parce que c'est vraiment aussi un aide pour, du codage avec R. Je vais passer par la suite à PowerDrill. Est-ce qu'il faut remonter? Oui, c'est ça. Donc PowerDrill, il est un peu difficile, mais je vais vous guider directement à partir de Safari ici. On du temps. Attends, il est où Safari? Juste derrière moi. Ok. Ok. Pour faire, si vous êtes sur PowerDrill, vous pouvez aller dans Data Cleaner. En fait, c'est l'option dans PowerDrill où on peut nettoyer les données. Donc, il est un peu fait pour ça. Vous pouvez aller Choose, dans Choose File ou directement importer. Et il arrive à charger vos données. Quand il y a ce petit symbole-là, ça veut dire que vous avez réussi à importer vos données. Et en fait, lui, il fait beaucoup de choses, il parle beaucoup. Mais par exemple, on va refaire l'exercice de remplacer les données. Donc, vous allez dans le chat. Il parle beaucoup, il va sortir plusieurs trucs. Ah, il analyse. Ça peut prendre ça peut prendre un peu de temps. Ouais, c'est un peu ça le problème, c'est que, en fait, il propose tellement de trucs que des fois on se perd, mais il fait de très beau travail malgré cela. Euh, Par exemple, il a dit qu'il a remplacé les valeurs dans la colonne site et par la suite, si vous appuyez ici sur le petit œil ici, ça vous affiche la table de données qui a été réparée. Vous pouvez directement le télécharger. Là, il a fait plus que ce qu'on a fait, c'est il a fait des statistiques sur le pH. Mais bizarrement, il ne l'a pas. Mais, euh, mais il permet de faire plusieurs choses comme cela. Et en fait, il est un peu comme ChatGPT. Vous pouvez directement lui demander de faire un code R et il va vous générer ce code R-là. Ou, ouais, c'est un peu l'exemple de ChatGPT, mais juste son avantage, c'est que tu peux importer les données et par la suite, tu peux visualiser directement. Et ouais, et c'est ça, en gros, c'est ça. Euh, J'arrive un peu à la fin de ma présentation sur les évaluations. C'est que OpenRefine, il a une interface qui est très intuitive. J'avoue que plusieurs mondes utilisent OpenRefine depuis 2010, 2005. Et là, il est toujours mis à jour. Et là, avec l'arrivée des IA, de plus en plus de monde aussi utilisent PowerDrill et AirTutor pour cela. Et moi, je dirais que OpenRefine, il est mieux. Sincèrement, quand tu as plusieurs lignes, des milliers de lignes, des centaines de lignes, là, je pense que OpenRefine, il est mieux. PowerDrill, il parle beaucoup, il te sort des résultats qui n'a pas été demandé. Je pense que tu peux venir, Baptiste. Mais je pense que en essayant ces outils-là de votre côté, vous pouvez avoir du recul et avoir votre impression et utiliser l'outil qui vous va le plus. Pour la suite, je vais vous présenter un peu plutôt des outils que moi j'ai découverts cette année pour m'aider à faire mes analyses statistiques dans RStudio. Je vais beaucoup parler de RStudio parce que je pense que c'est pas mal ce qu'on utilise tous.
Je suis pas un pro des stats là, mais je suis un peu feignant, fait que j'ai trouvé des outils qui m'aident à coder un peu plus vite et puis qui m'aident à éviter les erreurs aussi, s'ils sont bien utilisés, parce que sinon ils peuvent m'aider à faire des erreurs. Je vais pas beaucoup parler de ChatGPT parce que vous connaissez tous, mais je vais présenter Copilot. Copilot qui est associé du coup, directement à GitHub. Vous avez demandé de faire un compte GitHub. Je vais vous expliquer après pourquoi, mais en fait, Copilot, c'est une IA qui est spécifiquement conçue pour vous aider à compléter du code, pas forcément rédiger du code à votre place, mais plutôt vous aider à le compléter. Détecter les erreurs de code, les différents langages, le contexte. Je vous enverrai le diapo, mais vous pourrez avoir accès ici aux informations. Et notamment, donc, la première chose. Vous avez une interface un peu comme celle de ChatGPT ici, et vous pourrez du coup mettre vos messages. On va fermer mes fenêtres, mais je peux prendre par exemple ceux qui suivent le cours de statistique d'Angélique. C'est bien les histoires de dindons. Je peux vous montrer des exemples avec les histoires de dindons. Euh, donc en plus, il faut savoir que je peux lui donner la base de données. Je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais si je lui donne la base de données, il va pouvoir travailler directement avec ma base de données. Mais là, si je lui explique juste que j'ai des 237 dindons, des mâles, des femelles, et puis que, en gros, je l'oriente vers une ANOVA, possiblement avec une interaction ici, je sais plus. Bah, là, j'ai oublié de lui préciser aussi, fait qu'il va certainement coder en Python, mais si je lui dis au début que je veux qu'il code sur RStudio, il va le faire R. Il y a différents modèles qu'on peut choisir. Donc, il y a les modèles associés à OpenIA, mais aussi les Anthropic et puis les Gemini. Et donc, vous avez une deuxième fenêtre qui va s'ouvrir. Bon, là, on est en Python du coup, mais faut imaginer que vous pouvez avoir la même chose pour RStudio. Et puis, c'est directement adapté à vos fenêtres graphiques RStudio. Donc, vous pouvez copier-coller votre code et le remettre dans RStudio. Donc, je vous ai parlé de complétion. Là, on n'est pas de la complétion, là, on est vraiment dans de la création de code. Donc, toujours faire attention, toujours bien relire ce qu'il fait. Mais c'est globalement des résultats qui sont quand même plus précis et plus justes que la version de base gratuite de ChatGPT. Ici, on va voir par exemple si je m'abuse, on va avoir de la visualisation des données en plus. Et puis, je pense qu'il vérifie aussi les conditions d'application. En tout cas, si je lui précise, il devrait le faire. Donc ça, c'est quand même intéressant. Bon, on est quand même proche du chat GPT. On a des gros blocs de code qui sont créés. Il peut y avoir des erreurs là au milieu. Si on n'est pas trop habitué à coder, ça peut quand même nous induire en erreur. Euh, Ce copilote là, il peut être intégré directement dans votre fenêtre graphique de RStudio. Donc, je vous montre ici un peu le tuto comment faire. Mais quand vous êtes sur R, vous pouvez aller dans Tools, Global Options. Puis tout en bas, vous avez Copilot. Pour pouvoir l'activer gratuitement, parce que c'est une IA qui coûte $100 par an, ce qui est quand même assez cher. Mais avec un GitHub Student Developer Pack, vous pouvez l'avoir gratuitement, ce qui est quand même très cool. Envoyez votre carte étudiant et puis en 2-3 jours, vous êtes vérifié et puis vous pouvez avoir accès après à ça gratuitement. Et donc, si j'ouvre RStudio, moi, il est déjà activé, mais c'est ici, Tools, Global Option, et puis là, en bas, vous avez Copilot, et puis vous pourrez vous connecter. Et une fois que vous êtes connecté, il va apparaître ici, Copilot, et il va vous aider à coder. Bon, je ne sais pas si j'aurais dû le faire comme ça, en plus, ce que j'ai choisi, on ne voit pas grand-chose. Mais j'ai lancé un fichier NTCar, donc une grosse base de données. Et après, par exemple, si je lui dis transforme cette donnée en data frame, il va me donner le code pour le faire. Donc là, je peux vérifier ce qu'il fait. Je peux accepter la réponse ou la refuser. Puis il va me faire des suggestions comme ça au fur et à mesure en fonction de ce que je fais. Donc là, il n'a pas d'idée, donc il va me dire non completion, il n'a pas de complétion possible. Donc, si vous rédigez du texte, il va vous aider à le coder. Par exemple, afficher la première ligne du data frame. Il va Est-ce savoir qu'il y qu'il a faut faire. moyen de grossir un peu ou pas parce qu'on voit vraiment rien? Je pense que c'est parce que c'est en fond noir aussi, ça Ouais, aide c'est pas. ça. Et en bleu. Est-ce que vous voyez un peu?
Imagine. Ok, genre le hashtag, C'est ça, tu mets ta, puis après ça te propose. Donc, en fait, tu as tes commentaires et c'est ça. Là, je mets des commentaires, mais je suis pas nécessairement obligé de mettre des commentaires. Les commentaires, ça va l'aider. Mais si moi, par exemple, je sais que je veux faire un ggplot, bah, je peux juste commencer à faire mon ggplot. Et là, il va me dire, tiens, par rapport à ce que tu as fait avant, ou par exemple, par rapport à ce que je sais, moi, je pense que ce genre de ggplot pourrait être bien. Donc là, tu peux vérifier. Moi, j'avais log transformer mes données, donc il me propose ça. Et ben, là, par exemple, j'ai une erreur parce que j'ai pas la librairie. Je pense qu'il va savoir que c'est ggplot2 qu'il me faut, donc il me le propose. Toc. Et puis après, le plot va fonctionner. Euh, Ça, c'est quand même cool parce que ça vous aide à coder sans forcément coder à votre place. Donc, c'est un outil intéressant pour éviter les erreurs. Euh, Effectuer une régression linéaire pour prédire. Donc, il va vous aider aussi pour les statistiques. Je peux afficher le nuage de points qui va avec. Fait que juste pour être sûr que je comprends, Baptiste, dans le fond, lui, il lit le texte que tu as mis, puis en dessous, suite à ce texte-là, il va te proposer le code pour effectuer cette commande-là. Fait qu'il est capable de lire le français comme l'anglais. Ouais, il est capable de lire le texte, mais il est capable de faire aussi sans lire de texte, juste avec sa. Il est alimenté par tout le code en libre accès qui est sur GitHub. Donc, par rapport à ce qui est fait habituellement dans une certaine situation, il est capable de te faire des propositions sur ce qui va être intéressant. OK. Donc, si par exemple tu fais un modèle linéaire, bah, il sait que souvent tu vas vouloir faire le summary derrière. Donc là, il me propose le summary du modèle linéaire. Euh, Peut-être que Mais là, tu pèses-tu quelque chose pour que le summary apparaisse ou c'est juste lui qui est comme, ah, tu pourrais essayer ça aussi? non, non, c'est lui qui me fait des suggestions. Là, il n'a pas de OK. suggestions, par exemple, mais par rapport à ça, je voudrais faire un graphique, donc je sais pas, peut-être un ggplot. Et là, il va me proposer un ggplot qui est associé à mon modèle linéaire. Ou si je veux avoir les prédictions, je peux faire un ggpredict. Donc ça, c'est vous qui savez quand même un peu vos codes, qui savez coder, mais qui Mhm. pouvez gagner du temps au lieu de rédiger toute la ligne de code en entier. Elle apparaît, et puis du coup, ça peut vous aider. Là, ça marche pas parce que j'ai pas la librairie. Donc ça, c'est l'idée de copilote qui est quand même intéressante. Je voulais vous montrer rapidement aussi la possibilité d'intégrer directement ChatGPT avec juste un package et puis une librairie. Vous pouvez l'intégrer directement dans RStudio. Donc, je pourrais vous envoyer le code aussi. Si vous avez un compte ChatGPT payant, vous pouvez mettre votre clé API puis vous aurez accès à d'autres modèles. Mais là, j'ai lancé le code. Euh, et bah là, il me l'a pas demandé, mais normalement, d'habitude, il me demande quel modèle je veux utiliser. Et là, je peux parler avec ChatGPT directement depuis cette fenêtre graphique ici. Par exemple, si je veux savoir, si je veux qu'il m'explique un package que je connais pas, je peux lui demander. Et puis directement, je vais avoir la réponse dans ma fenêtre graphique ici, juste à côté. C'est intéressant aussi si j'ai des erreurs, je peux lui copier-coller directement l'erreur dans la fenêtre graphique et il va me faire des propositions pour améliorer tout ça. Voilà globalement pour Copilot. Je vous parle rapidement des différents modèles GPT. Avec les comptes premium ChatGPT, maintenant il y a accès à des nouveaux modèles. Les premiers modèles, ils font beaucoup d'erreurs, il y a plein de choses qu'ils vérifient pas, donc ils sont pas forcément géniaux. Par contre, maintenant on a des nouveaux modèles dans ChatGPT, les O3 Mini Hide, qui sont conçus expressément pour coder et puis pour avoir une certaine logique par rapport à tout ce qu'on va leur expliquer au fur et à mesure de notre histoire. Donc ça, c'est des modèles qui sont intéressants aussi. Je saurais pas vous dire si c'est mieux ou moins bien que Copilot, par exemple, mais à essayer, pourquoi pas. Je voulais vous montrer cette IA aussi, c'est pour la bonne chose, qui est similaire à celle que Tso a présentée sur RTutor. C'est les mêmes créateurs, en fait. Euh, et elle, pareil, elle peut t'aider à coder. Donc, tu peux choisir différents modèles. Toujours pareil, si tu as une clé API, tu peux la mettre pour choisir plus de modèles. Mais admettons que je veux lui donner une base de données
Ok, c'est dommage, je suis plus sur une base de données à moi. C'est quoi ces bases de données? Mais on peut essayer avec ça. J'ai mis une base de données, je peux lui donner un background pour qu'il comprenne ce que je veux faire, mais c'est pas forcément nécessaire. Et puis après, on peut lui soumettre ça et puis il va pouvoir lire notre fichier. Donc c'est quand même intéressant si on lui donne notre base de données brute avec toutes nos données écologiques et puis qu'on lui dit je veux que tu fasses du nettoyage de données ou je veux que tu me fasses toutes les analyses exploratoires pour visualiser mes données une à une. Et en plusieurs étapes, il va pouvoir te faire ça. Bah là, du coup, comme il connaît pas les données, c'est ce qu'il propose. Bon, ici, on voit que c'est des données pas très intéressantes, donc ça va pas donner grand-chose, mais il va performer les EDA, les Exploratory Data Analysis. Il va faire un histogramme. Donc, on peut voir au fur et à mesure, on a le code, on a l'information, euh, et puis on peut comme ça faire nos tâches une à une. Ce qui est intéressant aussi, c'est que derrière, on va pouvoir faire un report. Donc, on va pouvoir avoir notre fichier Markdown pour ceux qui sont familiers avec ça. C'est toujours des fichiers qui sont sympas parce qu'ils sont, on va le voir si ça marche, ils sont faciles à transférer aussi à nos directeurs de recherche pour pouvoir échanger avec eux sur les codes qu'on a fait et puis les résultats qu'on a eus. Donc là, j'ai pu l'exporter et puis en fait, j'ai mon fichier Markdown qui sort avec les différentes étapes qui ont été réalisées. Et puis, à la fin, on a un summary des analyses et puis on a aussi un début d'interprétation qui est fait. On s'entend que les interprétations par l'intelligence artificielle, c'est toujours à prendre avec précaution. Je veux Ok, dire, il nous reste à peu près 5 à 10 minutes. c'est tout Je pour vais moi. très vite, il y a pas. On va finir tout. Donc moi ici, ce que je vais présenter, c'est juste dans les grandes lignes. Baptiste et toi viennent de présenter avant avec jeu de données plus traditionnel. Et moi, c'est plus comment créer en tant que tel son jeu de données. Enfin, c'est possible de le faire avec une source de données, donc à partir des images ici. Les images, le grand intérêt par rapport à des jeux de données plus traditionnels, c'est qu'il y a une grande quantité d'informations qu'on peut obtenir et de façon assez simultanée une fois que c'est automatisé. Et aussi, ben, l'archivage, c'est facile. Une fois qu'on a notre banque de données, on peut retourner dans le jeu de données assez facilement pour refaire d'autres analyses pour des études futures ou juste pour garder une trace si on a besoin. Le seul problème, c'est que quand on a des images, donc ici, c'est trois différents cas d'études que j'ai pris un peu au hasard, mais il y en a beaucoup plus d'autres. Un où ils ont étudié les espèces d'arbres à partir de photos de l'écorce. Une autre où ils ont détecté et classifié des maladies sur base de photos des feuilles. Et enfin, bah, avec les caméras trappe, analyser la faune au sein de parc avec par caméra trappe. Le gros problème, c'est la quantité de jeux de données qu'on obtient avec ça, parce que quand on se retrouve avec entre 10 000 et 2 millions d'images, bah, ça fait un peu compliqué à traiter. Et au final, c'est moins pratique que d'aller en été sur le terrain. Mais c'est pour ça que les IA peuvent être particulièrement intéressants. C'est pour faciliter le traitement de tout ça. Je suis juste pour qu'on ait présenté un cas d'étude plus ou moins fictif, mais juste pour avoir une grosse idée. Donc là, si on veut, dans une forêt, on a des images qui sont obtenues et analyser toutes ces images. Ça permettrait juste de faciliter l'inventaire forestier avec juste un passage LiDAR avec un appareil photo. Ça permettrait d'avoir un ensemble de données qu'on fait habituellement par inventaire forestier, mais qui seraient directement obtenues. Donc ici, il y a un outil qui existe pour ça qui peut vachement aider, c'est Segment AI. L'outil il propose une pré-annotation de l'ensemble des images. Donc une fois qu'on apporte une image sur le site internet, il propose des segmentations. C'est ça ici. Donc si on voit là à droite par rapport à les arbres, donc je vais pas rentrer dans les détails sur le site parce que c'est peut-être, enfin c'est assez facile vraiment comme interface. Et je pense que si vous avez besoin de l'utiliser, vous le saurez facilement, mais vu que ça peut être utile pour tout le monde, on va pas rentrer plus dans les détails. On peut créer ici un ensemble de catégories. Ici, donc en fonction on peut créer tout un ensemble de catégories. Donc soit on fait juste arbre ou pas arbre, mais on pourrait aller plus loin en classifiant si c'est des résineux, feuillus, ou si c'est des animaux qu'on détecte par caméra trappe, classifier si c'est quelle famille d'animaux ou quelle espèce. Donc ici, juste avec un clic ici, donc avec ces outils là, ça nous permet de voir assez.
Avec les outils ici, on peut pré-annoter automatiquement. Et donc, juste en un clic, ça m'a permis ici de détecter les 2 arbres sur ma photo. Le gros avantage, c'est que de un, ben, il faut pas annoter manuellement au coloris avec Paint ou quoi toutes les images. Mais le deuxième gros avantage, c'est qu'on doit, sur les 10 000 images, par exemple, qu'on aurait dans notre base de données, on peut juste utiliser qu'une petite partie qu'on annote. Et puis après, avec des modèles automatisés qu'on peut nous-mêmes créer, enfin, il existe des modèles tout faits, mais qu'on peut remodifier en fonction des besoins. On peut automatiser tout ça. Et donc, sur base de, s'il y a sur des jeux de données vraiment simples, si c'est des animaux vraiment bien clairs dans une prairie, à partir, ou un arbre tout seul quelque part, à partir d'une dizaine d'images, on sait traiter assez automatiquement des milliers, enfin donner des résultats pour des milliers d'images qui sont pré-segmentés. Et alors, il faut juste valider dessus, donc ça augmente vachement la facilité de traitement d'images. Et donc, on peut avoir à partir de ça, si on a donc nos images brutes, on peut assez facilement donc les segmenter comme ça pour après, alors, une fois qu'elles sont segmentées, c'est possible d'en obtenir, on peut leur transformer. Donc, quand on a toutes nos images qui ont été annotées, il faut après, c'est possible de le retransformer en une base de données plus traditionnelle CSV qu'on réutilise alors dans les fichiers, avec des fichiers ou des, enfin, qui redonnent un jeu de données, pardon, comme on vous a présenté juste avant et donc qui peuvent être réutilisés. Voilà, donc s'il faut le code, si ça intéresse des gens, là, tout le code pour voir, pour automatiser, je ne vais pas vous en parler parce que c'est vraiment lourd, mais c'est tout est là-dessus, c'est un GitHub vraiment bien expliqué, donc il y a tout. Voilà, enfin, l'avantage, c'est vraiment un gros gain de temps en traitant des images, donc on a beaucoup plus d'informations par rapport à des relevés de terrain et qu'on peut aller vérifier par après si on a besoin. Et ben après, les résultats de cette segmentation, ils sont vraiment utiles pour faire les analyses statistiques les plus poussées possibles. Voilà ce qui conclut notre partie sur l'utilisation et le jouer avec, dans le jeu de données avec les IA. Je sais pas si c'était clair ou pas. C'est un outil gratuit. Oui, oui, je n'ai pas dit, oui, c'est vrai. C'est un outil, donc de base, il y a 14 jours d'essai, mais en allant sur le site, je peux retourner dessus J'ai directement. l'impression qu'il me demande un accès juste pour une démo. Oui, il y a une démo. Donc, il y a une démo de 14 jours, mais si tu, ici, on sera déjà login, mais si tu vas ici dans ton profil, je retrouve juste où oui, voilà, ici. Donc, si tu vas dans ton profil, tu peux ici le faire pour l'upgrader. Et non, c'est pas ça. Juste qu'il y a 2500 pièces. C'est toujours comme ça. C'est comme, je suis vraiment pas. Il y a un compte gratuit où il faut juste. Sur PC, c'est gratuit, c'est juste sur Mac. Ouais, c'est ça, c'est peut-être ça. C'était dans quoi je t'avais envoyé, Baptiste? Je te l'ai renvoyé, comment le faire en plus? Sur le Mac, ils n'avaient pas payé. Il renvoie sur un Google Doc où il faut juste remettre ton adresse mail de l'université, ta clé API qui est connectée et dans eux analyse, traite ta demande et dans les, enfin, avant que ce soit fini ton délai de jour gratuit, tu as la version gratuite avec le pack étudiant. Je sais. Les étudiants ont un accès gratuit. Ouais, les comptes étudiants sont bien accès gratuit avec juste enfin, ce même étudiant ou chercheur, enfin, je pense que c'est juste qu'il faut une adresse, Une adresse universitaire. c'est ça, Ouais, ouais. ok. Théo, je me trompe pas, est-ce qu'il y a une version aussi que tu peux avoir avec Python? Oui, on peut directement, c'est possible, donc pour ceux qui travaillent à Python, oui, il y a moyen d'intégrer directement, donc il y a le code GitHub que j'avais donné pour automatiser le traitement, mais il y a moyen de faire la notation directement sur Python. Je ne sais pas sur R, je ne pense pas qu'il y ait moyen, ça a l'air d'être surtout sur Python, mais il y a moyen aussi de travailler tout sur la même interface, donc d'annoter les images et puis directement faire l'automatisation après sur la même interface. C'est ici, on vous l'enverra, à mon avis, on vous l'enverra après. Et donc c'est ici, moi juste l'information là, et puis quand on voit, moi j'ai eu le retour assez rapidement pour avoir la version gratuite, pour éviter de payer le prix. Voilà.